Tu me dis, François. Ben, c'est quand vous voulez. Hein. C'est moi qui démarre, hein, Oui, Sophie. c'est toi. C'est parti. Voilà, j'ai tenu à te rencontrer parce que j'ai travaillé, ça fait 3 ans maintenant que je travaille sur l'œuvre de Jean-Luc Lagarce, par des stages et puis par la réalisation de 3 spectacles, et notamment 3 pièces qui ont une même thématique pour moi, c'est-à-dire Juste la fin du monde, J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne, et Pays lointain. Ces 3 œuvres ont une même 2 points de repère pour moi essentiels. C'est le retour au pays natal, le retour dans la famille, après une rupture, et aussi l'annonce par le personnage principal, par disons, le héros, entre guillemets, de sa mort prochaine à cette famille. Et or, il se trouve que dans la réalité, on ne connaît jusqu'à maintenant, pratiquement, que J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne, une pièce qui a été faite en second. Et on ne connaît pas la première, Juste la fin du monde, et on va bientôt connaître la 3e. Donc je veux que tu nous rappelles peut-être un petit peu la genèse de ces 3 pièces. En fait, la première donc, qui a été écrite, c'est donc Juste la fin du monde, qui a été écrite quand Jean-Luc avait une bourse Léonard de Vinci, c'est-à-dire une Villa Médicis hors les murs, et il a écrit au cours d'un séjour à Berlin. Donc ce qui est très paradoxal effectivement, puisqu'il a aussi écrit cette pièce sur le retour dans la famille. C'est la pièce qu'il a écrite en étant le plus éloigné de sa famille et de son pays, en fait. Voilà. Et donc cette pièce qu'il a écrite en 90, et il l'a achevée, j'ai noté ça, en juillet 90, est une pièce qui n'a pas connu de suite quand il l'a présentée au lecteur habituel, puisque enfin, il faut quand même savoir que s'il n'a pas été beaucoup joué de son vivant, il a quand même été, toutes ses pièces ont eu soit une édition, soit une lecture sur France Culture, une lecture, des mises en espace, etc. Et donc en fait cette pièce-là n'a trouvé aucun écho. Et suite à ça, c'est ce qu'il raconte dans un texte qui s'appelle Comment j'écris. Il n'a pas écrit pendant 2 ans. Et c'était une pièce où je crois que c'était vraiment une évolution assez importante de son écriture. Et c'est seulement 2 ans après qu'il a écrit J'étais dans ma maison, où là, effectivement, ce n'est la même thématique, mais le fils qui rentre à la maison ne dit rien. Il est silencieux. Alors, connaissant un peu Jean-Luc Lagarce, je pense qu'il y a aussi un clin d'œil sur le fait qu'il avait fait une pièce où le fils rentrait pour dire quelque chose. Et qu'on ne l'avait pas entendu. Et qu'on ne l'avait pas entendu, et donc il fait une pièce suivante où il rentre, mais il ne dit plus rien. Voilà. Et Le Pays lointain, quand il écrit Pays lointain, il reprend intégralement cette pièce écrite en 90, en l'augmentant d'autres personnages qu'il n'avait pas mis dans la première version. Mais ça, c'est aussi, je crois, son attitude un peu obstinée, d'affirmer, contre vents et marées, que cette pièce était essentielle pour lui. Et il la reprend quand, ça, Pays lointain? Et ça, c'est une pièce qu'il écrit en 95, qui est vraiment sa dernière pièce. Qui est vraiment sa dernière pièce. Bien. Ça pose les 3 pièces posent dans les 3 cas la question de la relation entre l'écriture et le biographique, hein, puisque donc Jean-Luc Lagarce prend connaissance de sa maladie, le sida, et que dans ces 3 pièces, le personnage qui revient vient pour mourir, ou pour annoncer sa mort. Oui. Et je trouve intéressant qu'on voit comment il s'empare d'un fait biographique considérable pour lui, quand même, qui est ça, et comment il le transforme. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Mais en même temps, il le transforme, mais en même temps, c'est un prisme de la maladie qui peut être que réducteur, puisqu'il a appris qu'il était séropositif en 86, et qu'il a écrit une pièce notamment qui s'appelle Vagues souvenirs d'un nez de la peste en 82. C'est-à-dire que la thématique même de la disparition et de l'épidémie, c'est-à-dire que s'il écrit en 1900, sachant qu'il a le sida, une pièce qui s'appelle Vagues souvenirs d'un nez de la peste, on va dire, ah oui, Lagarce, sida, épidémie, enfin sûr, c'est une caricature du sida, enfin en tout cas de la thématique. Et donc, quand cette pièce est comme de 82, on n'avait même pas nommé le virus. Donc lui, de toute façon, on ne savait pas qu'il était malade et on ne l'avait même pas nommé quand il écrit cette pièce-là. Donc tout ça pour dire que c'est pour relativiser le rapport, je dirais, directement biographique de la disparition. Bien évidemment, après, je ne sais pas... c'est mystérieux, après, le rapport de l'écrivain à la biographie. En plus, toi, comme écrivain, je pense que c'est aussi...
plus. Bah, on écrit que là-dessus, de toute façon, c'est un des moteurs de l'écriture. Par exemple, il y a effectivement celle de la maladie, mais par exemple pour la disparition du père. Et si je peux lire ça, là j'ai retrouvé il a tenu un journal donc toute sa vie, qui est difficilement publiable aujourd'hui parce que c'est comme tous les journaux, c'est une masse énorme, mais bon, il y a question des gens qui sont encore vivants, qui ne seraient pas forcément heureux d'entendre ce qu'il dit. Parce que tu veux parler de la disparition du père, parce oui. que dans les 3 pièces, ça m'a frappé, dans les 3 pièces, le père est soit absent, soit mort. Dans la dernière, il apparaît même comme personnage qui s'appelle le père mort déjà. Voilà. Et moi j'avais été stupéfait, ne connaissant rien de la biographie quand j'ai fait ces 3 travaux, de te rencontrer, et j'étais convaincu, c'est un rapport d'ailleurs très simple et très naïf, je pense au texte, mais j'aime bien l'avoir. J'étais convaincu que le père de Jean-Luc Lagarce était mort ou avait disparu. Oui, moi, je me suis même carrément et quand tu m'as dit qu'il qu'il existait, ça a été pour moi. Alors oui, c'est important que tu nous donnes ça. Oui, je me suis fâché une fois, mais ça va assez loin. Mais ça aussi, sans refaire une autre parenthèse, ça va assez loin aussi dans ce rapport de Jean-Luc à la biographie. C'est-à-dire que moi, je me suis fâché une fois, avec un journaliste qui me traitait de menteur parce que je lui disais que son père était vivant. C'est quand même hallucinant. Mais en même temps, l'évolution du travail de Jean-Luc va vers ce rapport à l'intime. Mais il explique ça, c'est-à-dire que non pas dans un rapport réaliste de livrer l'intimité ou la chose qu'on ne dit pas, mais comment son écriture va vers l'intime, c'est-à-dire des choses où il a une honnêteté vis-à-vis de lui-même et de son rapport au monde, et comment il a, dans cette démarche, la croyance qu'à partir du moment où il sera en accord avec son intime, ça concernera l'intime de chacun. Je crois que c'est aussi la force de son théâtre, et particulièrement de ses derniers textes, et comment il atteindra une dimension universelle à travers cette démarche. C'est-à-dire, c'est non pas livrer des choses qui lui sont particulières, puisqu'il disait de toute façon, les gens disent parfois que je livre des choses un peu incroyables sur mon intime. Mais en fait, les choses par définition qui sont secrètes, je ne les livre pas, personne ne les connaît. Voilà. Et donc il n'avait pas le sentiment de livrer des choses comme ça extraordinaires sur son rapport à l'intime, puisque en plus il n'a jamais caché sa maladie. C'est-à-dire qu'après, pour revenir à ça, il ne disait pas, quand on lui posait la question, il répondait. Mais si on ne lui posait pas la question, est-ce que vous avez le sida, il venait pas, bonjour Jean-Luc Lagarce, homosexuel, sidaïque, etc. Donc, il a toujours ce rapport d'ouverture, et c'était vraiment pour lui une démarche d'écriture, qui est liée aussi puisque la seule chose qu'il n'a jamais arrêtée, puisque je disais tout à l'heure qu'après juste la fin du monde, il a arrêté d'écrire des pièces, il a toujours écrit son journal. C'est une chose qu'il a commencé en 78 quand il a commencé à faire du théâtre, et qu'il n'a jamais arrêté jusqu'en 95. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il a commencé un journal quand il s'est mis à écrire. Voilà. Et effectivement, après, le Pays lointain, qui est son dernier texte, reprend, je dirais, son rapport à l'intime, à la famille, et aux gens la profession, entre guillemets, même si ce n'est pas nommément dit, et puis la famille qu'on se choisit, c'est-à-dire les amis, etc. Mais dès lors l'absence du père, puisqu'elle est voulue, décidée, on se pose la question du pourquoi de cette absence dans les 3 textes, d'autant que dans le deuxième, j'étais dans ma maison, c'est même une rupture violente avec le père, de la famille avec le père, et dans les 2 autres, c'est quand même une brisure. Donc est-ce que là, je n'ai pas d'éléments parce que Jean-Luc ne parlait pas vraiment, c'était quand même une chose très personnelle et secrète, de son rapport à l'écriture. Mais là, si je vais lire ce petit extrait de journal, c'est-à-dire qu'effectivement, on se dit il y a une chose comme ça dont il fallait qu'il parle ou qu'il ne pouvait pas parler, etc. Et donc il dit là, il se passe à Berlin, donc le 7 mai 90. Donc pendant l'écriture presque de Juste la fin... Au début, juste avant l'écriture de Juste la fin du monde. Il parle de l'écriture de Juste la fin du monde, puisque le texte au départ s'appelait Quelques éclaircies, et il a changé le titre un peu plus tard. Je me lève tard, je me couche très tard, je travaille un peu et je passe l'après-midi à ne rien faire. Et voilà où passe aux impôts. Je tente d'une manière assez volontaire et quasiment désespérée de travailler sur quelques éclaircies. J'ai déjà dû recommencer 10 fois le début, mais c'est pas brillant. J'ai tué le père ce matin, et chacun sait que c'est la meilleure chose à faire. Voilà, c'est-à-dire que tout à coup, dans son rapport au journal, je ne sais pas comment on l'interprète, en tout cas je le livre comme ça, au sens où ça éclaire aussi qu'il n'y a pas un rapport
tout à coup déchiré de la disparition du père ou pas. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité d'écriture. C'est ça qui me paraît le fondamental de fonctionnement de l'écriture. Mais je crois que cette phrase-là, j'ai tué le père ce matin, et je crois que c'est la meilleure chose à faire. Je pense que chacun sait. C'est un acte. Chacun sait que c'est la meilleure chose à faire. C'est un acte fondateur formidable de la part d'un auteur. Je n'ai pas le même rapport, mais je trouve que c'est un acte fondateur pour écrire. Ça explique vraiment beaucoup de choses sur ces 3 pièces, quoi. Une chose que j'ai beaucoup vérifié moi en stage et dans les 3 travaux travaux que j'ai pu faire avec les comédiens, c'est comment une première approche du texte, et ça explique peut-être que Juste la fin du monde soit malheureusement resté un peu dans un tiroir et été refusé au départ, alors que on sait bien que l'accueil de cette pièce est un accueil intime pour chaque spectateur, assez bouleversant de toute façon, mais vient de ce que on se trouve devant une écriture qui à sa première lecture, peut apparaître comme une seule écriture du ressassement et de quelqu'un qui labourerait le même sillon, qui jouerait la répétition des phrases, la répétition des... D'autant qu'il a une musique à lui, très singulière, qui s'appuie sur... j'ai toujours ressenti ça, c'est ce que j'aime beaucoup sur la fluidité de cette langue-là, sur un certain... Il y a jamais... il travaille sur un nombre de mots extrêmement limité et pratiquement parmi les plus simples de la langue française. Je trouve ça très fort. Alors, je ne sais pas si toi ça t'apparaît de la même manière, mais une fois qu'on travaille, puisque tu l'as fait aussi sur d'autres textes, hein, une fois qu'on travaille sur Lagasse, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais de répétition, qu'il n'y a jamais de ressassement, que les changements de verbes, les changements de temps, il y a une sorte de quête de la vérité par le verbe qui est quand même extrêmement singulière et qui est sa petite musique à lui. Oui, quoi. Mais en même temps, alors c'est peut-être une expérience un peu différente, c'est là aussi où se trouve l'énergie théâtrale, je trouve. C'est-à-dire que dans le fait que... moi je parlerais plus de précision. C'est-à-dire chaque fois, tous les personnages essaient de dire exactement, au plus précis, au plus loin, ce qu'ils veulent transmettre à l'autre. Et dans cette énergie qu'ils sont obligés de déployer pour convaincre ou pour s'exprimer ou pour se faire comprendre, c'est là que tout à coup il y a une énergie qui... je trouve que sur laquelle peut s'appuyer l'acteur, et j'imagine aussi le metteur en scène, le travail qui se fait, est comment ce texte a une vitalité théâtrale incroyable. Puisque moi, quand j'ai travaillé sur Le Voyage à La Haye, qui est un récit, donc qui n'a pas dessiné au théâtre, j'avais cette conviction intime que le texte avait quand même une énergie, portait pour les acteurs une énergie incroyable, qui faisait que ça ouvrait des sens. C'est d'ailleurs tout le mystère d'une écriture théâtrale, parce que c'est pas parce que c'est dialogué que c'est du théâtre. Le mystère d'une écriture théâtrale, c'est quand un acteur, je crois, le met en bouche, ça ouvre des sens que la lecture n'avait pas mis en valeur. Et je crois que aussi, la grande force, je crois, du théâtre de Jean-Luc, est peut-être aussi la difficulté qu'on a eu en général à appréhender son écriture, c'est que, comme c'est quand même, je trouve que c'est un style très, c'est quand même une tradition presque 18e de la langue, je parle de musicalité, moi, presque grande tradition française de l'écriture, d'une certaine manière, sur le style, et comme si ça empêchait de voir ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est des mots très simples qui s'adressent directement à l'intime de chacun. Moi j'ai vu ça quand j'ai vu Juste la fin du monde, et je l'ai vérifié sur d'autres spectacles, et moi rien ne me touche plus que quand un spectateur vient me voir, qui me dit mais est-ce qu'on peut rencontrer l'auteur, des fois c'est vous l'auteur, quand on est metteur en scène, et donc tout à coup c'est que ça, c'est une écriture vivante, et donc tout ce que nous, c'est-à-dire que je dis professionnels au sens qui connaissons peut-être un peu l'histoire, ou qui mettons effectivement le fait de connaître qu'il a le sida, etc., ou d'autres choses biographiques, c'est comme ces éléments-là avaient tendance, plutôt qu'à ouvrir des sens, à écraser, en fait, parfois, la vision ou l'écoute, je dirais plus sereine, du poète. Voilà. Et je crois que ça, c'est une chose qui... peut-être aussi un des éléments qui faisait qu'on peut-être on pouvait pas entendre, parce qu'il y avait une chose quand même très violente, tu parlais de la biographie tout à l'heure, et je crois que tu avais croisé aussi Jean-Luc à l'Athénée, à un moment donné, il y avait une chose très violente du corps de l'auteur, de la disparition, qui était plus une violence que nous, on ressentait, je crois que lui exprimait dans sa disparition prochaine, parce que c'est quand même ça, quoi. À l'époque, si tu veux, même si maintenant effectivement on a plus d'espoir avec la trithérapie, à l'époque il y avait quand même une fin relativement proche. Voilà.
Là où je trouve effectivement que pour l'acteur, c'est un moyen d'approcher la phrase dans sa complexité, ce sont des phrases assez longues souvent, hein, c'est le travail qu'il a fait effectivement sur la ponctuation et les temps des verbes. Oui, ça, c'est comment on passe de l'imparfait au présent, au futur, à l'intérieur d'une même langue, comme une manière de creuser la pensée. Et je pense que c'est ça qui donne profondément l'énergie à l'acteur, comme tu le soulignes, de l'oralité de sa phrase, et qui en même temps fait que ça n'est jamais du monologue, puisque à l'intérieur de ça, on a le sentiment que le personnage est toujours en train de travailler sur lui-même, avec lui-même, de dialoguer au moins avec lui-même, et encore plus avec la personne à laquelle il s'adresse. Il y a aussi deux choses, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est aussi un théâtre sur l'adresse, c'est-à-dire que c'est aussi, bien évidemment, chaque metteur en scène décide, mais quand même d'évidence dans la langue, il y a un rapport de l'ici maintenant, c'est-à-dire d'un acteur sur scène et en même temps personnage, c'est-à-dire qu'il peut parler aussi bien l'adresse, on parle à la salle, aux autres personnages, c'est quand même intrinsèquement dans l'écriture. Et puis aussi pour revenir au temps, c'est une chose très importante, et j'ai eu des... Maintenant ça va, mais j'ai beaucoup parlé par exemple avec les correcteurs, parce que c'est toute la question de la chose correcte, grammaticale, et de la conjugaison. C'est-à-dire qu'il passe effectivement notamment dans une même phrase du présent à l'imparfait, ou de l'imparfait au passé simple. C'est-à-dire qu'aussi, le personnage lui-même, dans son discours, qui a un discours souvent lié au souvenir ou à ce qu'il veut transmettre de ce qu'il a vécu, il fait, à l'intérieur d'une même phrase, la bascule complète de l'ici et maintenant. Et je crois que ça a aussi une chose qui donne une force incroyable à la présence théâtrale. Bon. Il y avait peut-être aussi un élément, moi, qui m'a fait, je crois, choisir ces textes, qui fait que je pense d'ailleurs que je n'en ai pas terminé de mon travail sur Lagarce, que je pense que j'ai encore envie de continuer. Sur quel texte, je ne sais pas, peut-être Retour à la Citadelle, peut-être, je ne sais pas encore. C'est que dès que j'ai rencontré, par exemple, Retour à la Citadelle à Théâtre Ouvert, hein, j'ai tout de suite vu une chose, un rapport avec une pièce pour moi alors considérable, qui est Par les villages de Peter Handke. C'est-à-dire j'ai trouvé là quelque chose, et le travail sur les trois pièces, là, Juste la fin du monde, J'étais dans ma maison et Pays lointain, m'a montré qu'il y avait... alors je ne sais pas quel est le lien avec Peter Handke qu'a pu avoir Jean-Luc Lagarce, mais j'ai l'impression qu'il y a une chose proche entre ces deux poètes-là, de même que, notamment aussi sur le lien du retour au pays natal, comme dans Par les villages, sur le lien entre intellectuels et je dirais ouvriers employés. Les deux frères sont de statut social différent et ça pèse très fortement dans Juste la fin du monde. Et une autre chose qui m'est apparue et qui m'a touché de très près, mais là, en travaillant Juste la fin du monde, je me suis jamais senti aussi près du travail que j'avais fait sur Les Enfantanaires de Walser, quoi. Sur le nœud familial comme le lieu inextricable et en même temps le lieu de l'émotion pure, quoi. Voilà. Je sais pas, après, si même Lagarce a lu Walser ou pas. Bah, s'il l'a lu, ça c'est sûr. En tout cas, sur Walser, c'est sûr que il aimait beaucoup ce poète-là. Et puis il y a deux textes aussi assez fondamentaux sur je dirais, les textes contemporains. C'est la trilogie du revoir. Donc ce rapport à l'art, ce rapport au groupe, la circulation des groupes, des familles, des relations amoureuses. Et puis bien évidemment Par les villages. D'autant plus c'est drôle ce que tu dis, puisque quand il a écrit Juste la fin du monde à Berlin, et que donc ça a été quand même une rupture difficile pour lui les années suivantes, il a monté derrière un collage de textes qui s'appelait Les solitaires intempestifs, d'où est né le nom des éditions. Il vient du spectacle. Le spectacle, c'était un collage de sa mémoire littéraire, c'est-à-dire de tout ce qui était les textes un peu fondateurs pour lui sur un groupe sur 30 ans, puisque ça racontait... Le titre initial, c'est un projet, sans m'étendre trop longtemps, qui voulait monter en 87, qui s'appelait 57-87, où les jeunes gens d'aujourd'hui sont plus jeunes que nous ne l'étions. Donc ça fait, au bout de 5 ans, ça s'est toujours pas monté, donc il y avait une possibilité de le monter en 88,
un 12, et donc il a choisi le titre Solitaire intempestif. Ce faisant, Solitaire intempestif est dans une réplique de Par les villages, de Nova. De Nova, oui. Alors je la paraphrase un peu, elle dit ne soyez pas des solitaires intempestifs, ne voyez-vous pas dans la détresse où vous êtes une lueur des dieux. Allez par les chemins, etc., regardez le ciel. C'est-à-dire que elle dit ne soyez pas comme va aussi votre sentiment de désespoir, et que effectivement tous ces textes derrière, et juste la fin du monde, ça reprend exactement les mêmes thématiques, et il va plus loin, je dirais, avec le pays lointain, avec le groupe qui rejoint aussi la trilogie du revoir. Mais c'est vraiment pour lui un texte totalement fondateur. On pourrait peut-être terminer sur ce qui m'apparaît, moi, comme peut-être une des plus belles fins de pièces du théâtre contemporain, qui est le dernier monologue du personnage qui s'appelle Louis, aussi bien, qui est le même qui est déjà dans Juste la fin du monde, et qui est repris et qui donc clôt Un pays lointain, sa dernière pièce, et qui est la question de ce cri, de ce personnage qui est sur un viaduc avec la nuit, sur un viaduc, une voie de chemin de fer avec le gouffre en dessous et le ciel au-dessus, et ce désir qu'il a de hurler une bonne fois, de pousser, dit-il, un long et joyeux cri, et il ne le fait pas. Je me souviens d'une discussion avec Olivier Py sur ce cri-là. Parce que ce qui est très beau, c'est un long et joyeux cri. Moi, je ressens toujours ce cri comme un peu celui du pape de Bacon, quoi. C'est-à-dire comme un cri de celui qui d'un seul coup peut-être doute et se retrouve face au néant. Olivier, lui, le voyait comme un cri de joie de celui qui, évidemment, mais ça c'est Olivier. Je ne sais pas si sur d'une part l'origine de ce cri-là, si tu sais des choses sur ce cri, et sur si tu sais Jean-Luc comment il ressentait. Ça c'est trop intime. Je ne sais pas, si ce n'est qu'effectivement il y a quand même l'idée de ce cri permanent, enfin de son écriture. Enfin, pour revenir à la force de cette écriture, c'est que dans l'intime et toutes petites choses, il y a une chose terrible de violence alors qu'il n'a jamais. Qui est toujours retenu. Qui est toujours retenu, mais c'est comme. Enfin, je trouve qu'il y a une chose très belle de force. Son œuvre est un cri. Oui, tout à fait. Et donc ça rejoint ça très fortement. Et ce qui est très étonnant par rapport à ce texte-là, c'est le fait que ce soit le dernier texte qu'il a écrit, et il l'a fini un mois avant de décéder en 95, en septembre 95. C'est le dernier texte du Pays lointain. Donc beaucoup de commentateurs se sont dit le dernier texte testamentaire de Jean-Luc Lagarce finit sur un cri, etc. Donc c'est le texte effectivement du Pays lointain, et il l'a fini, je pense, début septembre, enfin 95, mais en fait ce texte-là est intégralement le même que celui de 90, donc d'août 90, qu'il écrit à Berlin. Mais en même temps, même s'il n'y a pas la notion de cri, toute la description du passage dans la voie ferrée date, et je crois qu'on a vu ça dans un petit extrait des notes qu'il prenait, de 84 ou 85. Donc ça veut dire même avant la maladie. Avant la connaissance de sa maladie. C'est-à-dire toute la description de cette, je dirais, de cette aventure ou événement fondateur de quelque chose, ou rassembleur de quelque chose, est beaucoup plus ancien, quoi. Et donc c'est là aussi que je trouve que ça met effectivement en perspective toujours ce qu'on croit connaître. C'est aussi la force de son écriture et la passion qu'on peut avoir pour son écriture, c'est qu'au moment où on croit la saisir, elle vous échappe. Et c'est aussi, je crois, plaisant pour les acteurs, parce que c'est magnifique, et pour le public, parce qu'à l'instant où on croit saisir ce qu'il dit, ce qu'il pense, et même l'idée, plus loin l'idée de l'auteur, hop, ça vous échappe. Donc vous êtes soit intimement obligé de vous en approprier, ou soit recommencer à découvrir et à repartir. D'autres textes, d'autres aventures, d'autres personnages. Sachant qu'en plus, c'est ce qui est assez passionnant, puisque tu parlais de Retour à la Citadelle, et il dit que Retour à la Citadelle est le texte fondateur de Juste la fin du monde. Puisqu'en fait, l'histoire est la même, c'est le retour d'un fils, si ce n'est que ça se passe dans un monde plus onirique, puisque c'est quelqu'un qui revient dans un pays imaginaire, qui revient gouverneur de la province où il est né, et c'est le retour du fils, mais on retrouve l'ami, le père qui ne parle pas, la mère, la sœur,
pas le frère, je crois. Donc c'est-à-dire aussi ce qui est tout à fait passionnant, c'est que c'est pas des textes les uns derrière, c'est aussi comme une grande histoire. Hein. Il faut savoir qu'il a aussi, par exemple, sa grande lecture d'adolescence, c'est les Rougon-Macquart, c'est ça? Ah oui, oui, oui. Voilà. Donc il a tout lu à 16 ans. Donc et puis il en parlait souvent en plaisantant. Des grandes sagas, quoi. De grandes sagas. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a cette intégration tout le temps de cette notion d'œuvre, voilà, et d'évolution. C'est-à-dire aussi, c'est pas. Enfin, souvent, je trouve que le mot ressassement a une connotation péjorative. Je ne pense pas que tu l'emploies dans ce sens-là, mais c'est aussi comme remettre le métier. Je pense que c'est la première approche d'un texte. Il y a toujours l'idée de remettre aussi. Comme on dit, le métier sur l'ouvrage. Oui, c'est ça, voilà. Donc c'est dire que cette chose qu'on a d'aller toujours plus loin, c'est-à-dire que c'est comme si lui aussi était comme nous aujourd'hui, face à ces textes, qu'il avait besoin aussi de s'en emparer à nouveau pour peut-être préciser. Enfin, et les textes, son propos est toujours plus loin, quoi.